J'ai écrit ces francs au départ parce que, avec quelques amis, on commençait à réfléchir. C'était peu de temps après les émeutes de novembre 2005. Le point de départ de l'interrogation, c'est qu'est-ce que ça veut dire en réalité être français. Parce que, bon, en discutant avec ses amis, je me suis rendu compte avec eux que finalement c'était pas si évident que ça de définir ce que c'est que la francité. Qu'est-ce que c'est que l'identité de la France? Qu'est-ce que ça veut dire être français? Bon, évidemment, il y a des réponses évidentes et simples, du genre j'ai une carte d'identité, ok, mais Sarkozy aussi, il a une carte d'identité, il n'est pas français, quoi, je veux dire, enfin, à mon avis. Il y a plein de gens qui ont des cartes d'identité qui ne sont pas français, d'ailleurs, y compris des mecs qui s'appellent Dupont ou Durand, d'ailleurs, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, ensuite, il y a une réponse assez simple, qui n'est pas fausse, qui consiste à dire, bah, finalement, c'est être européen, de langue française, et ni belge ni suisse. C'est vrai. Quand on n'est pas belge, quand on n'est pas suisse, qu'on a le français comme langue natale et qu'on est européen, on se retrouve français, quoi. Bon, mais après, et au-delà de ce genre de constat qui fait que, bon, on est français, mais alors qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on approfondit, quel est l'essence du truc, quelle est la nature de la francité? Il y a des gens pour qui c'est facile de savoir ce que c'est l'essence de leur nation. Par exemple, on va dire une nation vraiment très, très ethnique, très, très ancrée dans son ethnicité, les Finlandais par exemple. Ou alors, même je pense les Suédois aussi, même si ça doit être un peu plus compliqué, mais quand même, bah, c'est des nations ethniques. Bon, même les Allemands à la limite, mais déjà c'est vraiment à la limite, hein, parce que, bon, en fait, quand on regarde bien, ils sont pas si ethniques que ce qu'on croit généralement. Mais bon, disons qu'ils ils ont quand même une apparence d'homogénéité ethnique qui fait qu'ils peuvent se raccrocher à ce genre de réponse. Mais les Français, vraiment pas. Je veux dire, c'est un peu compliqué de prouver qu'un Perpignanais est plus proche d'un Dunkerquois que d'un Catalan d'Espagne. C'est un peu compliqué de prouver qu'un Alsacien est plus proche d'un Breton que d'un Rhénan. C'est un peu plus proche de prouver qu'un Niçois est plus proche d'un Breton que d'un Italien du Nord. C'est bon. Donc, qu'est-ce qui fait que tous ces gens-là, quand même, sont français? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont rattachés à un truc qui s'appelait la France? Et ben voilà, à un certain moment, il fallait répondre à cette question-là, donc ces francs a été écrit pour répondre à cette question-là. En fait, au départ, la France, c'est tout petit, hein, historiquement. C'est, on va dire, c'est le bassin parisien. Bon, et ça vient d'un petit peuple germanique, enfin celto-germanique, les Francs, qui sont d'ailleurs en fait un amalgame, hein, de Germains et de Gaulois du Nord en rupture un peu avec l'Empire romain. Enfin, dès le départ, même à ce niveau-là, on ne peut même pas trouver d'ethnicité vraiment claire. Euh, Bon, c'est bon, et puis il se trouve que ce petit rameau, pour des raisons d'ailleurs qui tiennent largement, en fait, à mon avis, au hasard de l'histoire. Alors évidemment, ça a été magnifié après pour des raisons de propagande, parce que la propagande, c'est un truc qui est vraiment très vieux, hein, donc. Mais en fait, pour des raisons qui tiennent largement au hasard de l'histoire, il se trouve que ce petit rameau a passé une alliance avec l'Église catholique. Bon. Euh, et à partir de là, le hasard a voulu, d'une certaine façon, que le centre français, enfin futur, qui un jour serait français, mais qui au départ est franc, soit appelé à réunir des terres qui avant étaient les terres de la partie, on va dire, gauloise de l'Empire romain. Bon.
Euh, à partir de là, c'est une nation finalement qui s'est constituée par une sorte de processus dialectique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce que j'ai appelé dans le livre un archétype génératif, c'est-à-dire un fait politique, un acte politique fondateur, qui est le baptême de Clovis en fait. Euh, et de l'autre côté, il y a ce que va produire cet archétype génératif au fil de l'histoire. Et en fait, quand on regarde l'histoire de France sur la longue durée, bien cet archétype génératif revient régulièrement pour fabriquer quelque chose qui va s'élever à partir de lui, puis qui va retomber sur lui, puis il va se nourrir de ce qui est retombé pour renaître. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans l'histoire de France. En fait, c'est même pas du cannibalisme, c'est de l'auto-cannibalisme en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est un être, la France, qui s'est fabriqué à partir de lui-même en quelque sorte, mais qui en fait, d'une certaine façon, ne devrait pas exister. C'est-à-dire que logiquement, en fait, si les nations étaient conformes à leur étymologie, si la nation au départ c'est ce qui est natio, c'est ce qui est né de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension, il faut bien le dire, on va dire raciale, au vrai sens du terme, on pourra en parler après d'ailleurs, dans le concept de nation. Si les nations étaient ça, ben la France n'existerait pas. Parce que c'est pas ça justement, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est né comme ça, en s'auto-cannibalisant et en arrivant petit à petit à grossir à partir de sa propre substance, de manière complexe et dialectique. Le plus impressionnant, c'est le passage en gros du petit domaine royal français du XIIe siècle au royaume de Philippe Auguste. On peut dire que ça a été quand même largement une création de la propagande déjà. C'est-à-dire que au départ, le roi de France, dans la constitution entre guillemets du royaume de France tel qu'il existait à l'époque, je dirais pas qu'il est impotent, mais presque. C'est-à-dire que c'est juste un seigneur féodal parmi d'autres, et on a choisi d'ailleurs la dynastie capétienne à la suite d'un des nombreux tête-à-queue de l'histoire. L'histoire, à mon avis, a une forte dimension carrément comique. C'est-à-dire qu'en fait, la dynastie capétienne a été choisie parce qu'elle était faible. C'est-à-dire que c'est à la fin du premier millénaire, je ne me souviens plus de la date exacte, le couronnement du Capet, c'est 996, je crois, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Les grands féodaux se sont réunis et il fallait savoir à qui on allait donner la couronne de France. Et alors, si ma mémoire est bonne, c'est un archevêque, dont j'ai oublié le nom, qui s'est arrangé, qui a manœuvré pour qu'on la donne aux Capétiens, parce qu'il s'est dit, le Capétien est faible, donc il ne pourra pas s'imposer, donc on va réussir ce qui était l'objectif de l'Église à l'époque, qui était de réunir à nouveau la Francie occidentale, la future France, et la Francie orientale, la future Allemagne. Et le Capétien a été choisi pour ça, parce qu'il était faible et parce qu'il ne serait pas capable de réunir. Et comme souvent dans ces cas-là, il y a eu une petite erreur de calcul au départ, et puis à la fin, ça n'a pas vraiment donné les résultats attendus. Parce qu'en fait, quand on analyse ce qui s'est passé, c'est que, ce faisant, ce petit seigneur de l'Île-de-France, on lui a donné l'archétype génératif. C'est-à-dire qu'on lui a donné, alors c'est difficile à expliquer, mais l'onction symbolique de ce qu'avait représenté le baptême de Clovis. C'est-à-dire qu'on lui a dit maintenant, ce pacte entre l'Église et la royauté, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, c'est toi qui vas le porter. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, c'était tout petit, il y avait très peu de puissance intrinsèque. Mais simplement en prenant appui là-dessus,
ce petit seigneur est devenu effectivement vraiment le roi de France, c'est-à-dire un souverain dont on va retrouver les descendants très vite dans une position d'ailleurs qui va faire d'eux les alter ego presque de la puissance impériale, et même au-dessus par moment de la puissance impériale, et même un court moment presque au-dessus de la puissance papale. Simplement parce qu'ils maîtrisent cette espèce de symbole qui a priori n'est rien, mais qui en fait, politiquement, est tout. Après, bon, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait expliquer tout le détail de l'histoire de la propagande qui est déployée sous les règnes de Louis VI, Louis VII et Philippe Auguste, par le travail d'un intellectuel de l'époque assez fascinant qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, l'abbé Sugère. Mais en fait, c'est comme ça que ça a été fait. Pour moi, c'est l'exemple même de ce mécanisme qui fait que cet archétype génératif arrive à refabriquer quelque chose là où il n'y avait rien. C'est franc est un livre où je l'avoue que je me suis amusé beaucoup à jouer sur les paradoxes parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont paradoxales en fait dans l'identité française. Et d'ailleurs, les Français ont un niveau de schizophrénie identitaire qui, je pense, n'est concurrencé sur Terre que par les Juifs, quoi. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que les Français et les Juifs ont parfois eu un problème, c'est que on n'arrive pas trop à savoir lequel a l'archétype génératif producteur de la pire schizophrénie identitaire, quoi. Bon. Il y a une compétition quelque part là. Bon, alors pour en revenir à ça, en fait, bon, la France quand elle se met à sombrer en quelque sorte dans le vertige de la puissance, elle est absolument identique à tous les autres empires enflés, crétins, qui en fait sont des machines qui grossissent parce qu'elles sont faites pour grossir, et qui grossissent jusqu'au moment où elles sont tellement grosses que bam, elles craquent et elles réimplosent. Bon, là-dessus, à ce niveau-là, on n'a aucune spécificité. On a amplement démontré qu'on pouvait être aussi bête que des Allemands, ou des Romains, ou des n'importe quoi. Hein. Bon. Et en particulier, on est tout à fait capable de nier l'existence de la diversité en nous, et même autour de nous, pour rattacher les autres à ce que nous sommes. C'est-à-dire, vous savez, il y a deux façons finalement d'être prédateur pour les structures politiques. Soit on est prédateur plutôt comme des Anglais, et à ce moment-là, on ne cherche pas à rendre les autres semblables à soi, on ne cherche pas à les assimiler. On les domine, mais on ne cherche pas à les assimiler. Les Anglais en Inde. Les Anglais en Inde, entreprise commerciale, domination, mais finalement, d'une certaine façon, ils ont peut-être fait moins de mal aux Indiens que ce que nous avons fait aux Algériens, par exemple. Parce les Anglais n'ont jamais eu l'idée de transformer les Indiens en Anglais. Ils voulaient bien à la rigueur transformer les Indiens en une variété inférieure et spécifique d'Anglais, puisque les Anglais sont persuadés que... Enfin, dans le monde vu par les Anglais, il y a les Anglais, il y a à la rigueur ceux qui ne sont pas trop éloignés des Anglais, et puis il y a les ténèbres extérieures. Bon, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Beaucoup de peuples d'ailleurs les voient comme ça, hein. Il y a même pire que les Anglais, les Japonais, c'est terrifiant. Il n'y a même pas le cercle rapproché chez les Japonais, il y a eux et les ténèbres extérieures, c'est encore plus simple. Bon. Voilà, donc ça c'est une façon de dominer les gens. Nous on ne fait pas comme ça. Quand on est con, on est encore pire que ça. Parce que on dit aux autres... Typiquement, c'est ce qu'on a dit aux Algériens. C'est drôle ce qu'on a dit aux Algériens. On leur a dit, on est le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, donc on va instaurer le statut de l'indigénat. Alors déjà, bon, liberté, égalité, fraternité, statut de l'indigénat, on a du mal à comprendre, quoi. Mais on va quand même vous donner une école pour vous rendre semblable à nous, mais vous ne pourrez pas être citoyen parce que, en plus, votre école, on va la calculer pour que vous soyez moins formés que nous. Démerdez-vous avec ça. Ça, c'est ce qu'on a fait aux Algériens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est confronté à leur schizophrénie à notre égard. Mais en fait, ça n'est jamais que le reflet de notre schizophrénie à leur égard, historiquement. Hein. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc...
on peut tout à fait être, nous aussi, à notre échelle et dans notre sphère mondialiste, mais en même temps, c'est ce qui nous rend intéressant et peut-être qui peut un peu nous sauver, on est aussi toujours anti-mondialiste, parce que l'archétype génératif dont on est issu pose une exigence qui nous est quand même assez spécifique. Que ce soit le baptême de Clovis ou ses reproductions successives dans les idéologies successives que ça a pris, il y a toujours cette idée que la force doit se soumettre à un impératif de justice par définition parfaite, puisqu'elle renvoie à la justice de Dieu. C'est-à-dire que le roi de France, c'est le vicaire de Dieu sur terre. Et donc, à partir de là, en même temps qu'on est tout à fait capable d'être aussi con que les autres, il y a une sorte de corde de rappel dans notre identité qui fait que ça revient périodiquement, que on dit toujours « Ah oui, mais non, attendez, on ne peut pas traiter ces gens-là comme ça ». C'est pour ça qu'en fait, nos guerres coloniales, c'est largement des guerres des Français avec les Français eux-mêmes, souvent. Ou des Français avec des entre guillemets, indigènes de ces pays-là, qui, souvent, pour ceux qui nous combattaient, avaient été formés par nous, dans nos idées, et nous renvoyaient dans les dents une partie de notre culture. Hein, c'est l'histoire de Giap, qui était francophile. Il faut savoir quand même, c'est assez étonnant, mais le général Giap était un francophile notoire. Parce que dans son esprit, il avait très bien compris qu'il y avait cette identité française, cette part de lumière en quelque sorte, qui rappelait systématiquement, même à l'intérieur des périodes obscures. Et donc en même temps qu'on est mondialiste, à notre échelle et à notre façon, puisqu'on peut tout à fait être aussi con que les autres, il y a quand même en nous cette corde de rappel qui nous pousse à être en quelque sorte anti-mondialiste, c'est-à-dire on refuse de se soumettre à un ordre qui nierait une sorte d'idéal de justice et de... Alors j'ai employé des mots qui aujourd'hui malheureusement sont délicats à employer parce qu'ils ont été tellement récupérés, tellement manipulés qu'on a presque honte de les utiliser, mais en fait c'est des mots qui ont tout à fait un sens, de respect d'autrui. Et ça aussi c'est présent en nous, quoi. Donc on est complètement schizo, quoi. Dans ces francs, il y a une partie du livre qui essaye de détecter les grandes tendances de ce qui peut se passer politiquement en France. Alors depuis que j'ai écrit ces francs, bien sûr, il y a plein de choses qui ont contredit ce que j'avais écrit, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Donc moi j'ai été convaincu par exemple que Sarkozy pourrait pas être élu. En 2006, je disais non, c'est pas possible. Je disais non, ça ne peut pas arriver, quoi. Je veux dire, faut être sérieux, quoi. C'est Louis de Funès, le talent en moins, il va pas être élu président de la République. Bon, je savais qu'en face, il y aurait Ségolène Royal, on s'en doutait déjà à l'époque. Et c'est vrai que quand on prend l'hypothèse de Sarkozy face à Ségolène, ça devient plus crédible que ça soit Sarkozy. Je veux dire, il aurait été en face de Mimi Mati ou de... ou je sais pas moi, de Samina Seri, il aurait perdu, quoi. Mais en face de Ségolène, là, peut-être, il pouvait gagner. Bon, mais j'arrivais pas à y croire. Dans mon esprit, c'était le mec qui avait proposé quand même d'introduire les subprimes en France en 2006, quoi. Alors, je veux dire, bon, on peut pas voter pour ce mec-là, ça n'arrivera pas. Bon, naturellement, il a été élu. D'ailleurs, il va peut-être être réélu en 2017. C'est pas exclu. Là, je dois dire que... Franchement, s'il est réélu en 2017, après, il ne faudra pas me demander d'être démocrate. Je veux dire, ça sera... Déjà là, c'est dur, mais bon. Enfin bref, bon, qu'est-ce que je disais oui, je disais que, donc dans ces francs, à l'époque, je faisais un certain nombre d'hypothèses sur ce qui allait se passer. Alors, il y a des choses qui ne se sont pas déroulées, naturellement. Mais dans l'ensemble, malheureusement, les grandes tendances que j'avais isolées, je les retrouve assez bien. C'est-à-dire que
bon, le modèle économique, si on peut appeler ça un modèle économique, du système clientéliste politique français n'est pas viable. Puisque, en gros, c'est un système maintenant qui en est à consumer sa base, sa substance pour perdurer. Donc forcément, quand on a besoin d'aller taper dans ses propres fondations pour pouvoir retaper les murs en haut, au bout d'un moment, ça s'écroule, quoi. Je veux dire, c'est évident. Donc ça va se casser la gueule économiquement. Or, ce qui fait que pour l'instant, on arrive encore à peu près à tenir les choses en France, c'est quand même très largement, tout simplement, que l'État achète, d'une certaine façon, la paix civile. Le jour où il ne pourra plus l'acheter, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Alors, bon, maintenant, les attentats de janvier 2015, ce que j'écrivais à l'époque dans C'est France, c'est que, à mon avis, bon, le sketch, entre guillemets, sinistre, mais d'une certaine façon presque drôle d'ailleurs, des islamistes en délire, là, en soi, je pense que c'est pas grand-chose. Ça ne... C'est sûr qu'ils peuvent faire du dégât, les mecs, hein, même s'ils sont que quelques milliers de fous furieux prêts à mourir, ça fait énormément de dégâts, c'est une catastrophe. Mais en fait, je pense qu'ils représentent pas grand-chose. Je pense que ceux qui fantasment sur des Français musulmans qui seraient là, prêts à faire le djihad pour l'honneur du prophète, etc., non, enfin je veux dire, oui, il y en a quelques milliers comme ça, quoi, mais la grande majorité, c'est pas le cas. Et donc je pense qu'en eux-mêmes, ils représentent pas grand-chose. Mais ce que j'écrivais dans ces fronts à l'époque, c'est le problème, c'est qui ils vont trouver éventuellement pour les utiliser, qui ils vont trouver pour les soutenir. Alors là, c'est plus pareil, c'est-à-dire que quelques milliers d'abrutis qui fantasment sur le djihad, c'est pas un très gros problème, mais les mêmes quelques milliers d'abrutis qui fantasment sur le djihad plus, alors faites votre marché, les services secrets des différentes puissances qui peuvent avoir intérêt à faire joujou avec ces réseaux. Donc on a tout le monde, à peu près tout le monde, c'est-à-dire que puissance musulmane, puissance non musulmane, puissance hostile au monde musulman, tout le monde peut manipuler ces types-là. Les Saoudiens, les Qataris, mais aussi les Israéliens, mais aussi les Américains, les Britanniques, les Russes éventuellement. Donc les Russes, à mon avis, sont pas très orientés vers la manipulation de ces gens-là, mais bon, on ne sait jamais, hein, ils savent faire. Ou même nos services secrets à nous. Parce que ça peut aussi être une stratégie délibérée de la part du pouvoir en France de faire monter la tension. C'est un coup classique. Hein, quand les pouvoirs sont fragilisés, une de leurs vieilles recettes, c'est on va créer les problèmes que nous serons ensuite les seuls à savoir résoudre. Ça nous rendra incontournables. Hein. C'est la logique du racketteur. Hein. Je viens chez toi, je fous le bordel, puis ensuite je te propose ma protection. Et si tu refuses, je reviens chez toi, je refous le bordel, puis à la fin, tu vas me payer parce que voilà. C'est aussi simple que ça en fait, hein, la stratégie de la tension quelquefois. Et les attentats de janvier 2015, effectivement, on est un peu dans ce cadre-là. Et c'est sûr qu'avec avec une France qui ne sait plus, pour l'instant, activer cet archétype génératif qui la fonde, le risque existe que ça parte complètement en vrille, quoi. C'est vrai. Donc oui, janvier 2015 entre un peu en écho avec les délires que j'avais pondus en 2006. J'aurais bien aimé d'ailleurs me tromper sur ce point-là, mais non, pas de chance.